Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, comment vas-tu? Bonjour François, très bien et toi? Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Moi aussi, c'était long. Ouais, mais bon, qui sait attendre, voilà. Mhm. Dis-moi Chloé, à l'heure où on enregistre cette interview, il y a les événements, il y a le tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Ouais. Et en échangeant tous les deux, moi, ça m'a fait retourner un peu en arrière quand j'étais dirigeant d'hôtel durant le tsunami aux Maldives et en Thaïlande, etc. Et je dirigeais 2 hôtels. Et ça m'a fait penser vraiment à cette situation de crise auquel on n'est pas forcément préparé et qui sont des circonstances exceptionnelles. Et on voit très bien, quand on lit l'actualité, avec les événements qui se sont passés en Grèce, avec les feux, qui ont demandé à la population d'évacuer carrément des endroits, etc., aux touristes de rentrer chez eux. C'est des situations qui sont pas évidentes. Moi, je me souviens, on avait 2 hôtels, ils étaient pleins. C'est sûr que déjà les télécommunications sont endommagées de différentes manières ou saturées. Donc, il n'est pas évident de communiquer avec le monde extérieur. Ensuite, il y a les salariés dans l'établissement concerné qui, eux, sont en situation de crise, les clients aussi, et puis les familles des clients qui sont dans les pays d'origine des clients qui se disent qu'est-ce qui se passe. Moi, je me souviens, ma mère, à l'époque, on n'avait pas Zoom ou quoi que ce soit, on avait juste Skype et qui m'avait envoyé un message en me disant les images que je vois à la télé, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être bien, tu dois être blessé, ça doit aller mal. Et donc, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que l'information qu'on reçoit à l'extérieur est beaucoup plus dramatique ou exagérée parfois par rapport à la situation réelle. Enfin bref, c'est pas facile de s'y retrouver. Etc. Et puis pour le professionnel du tourisme, pareil, il doit jongler à travers les informations. Moi, je me souviens, le tsunami, après la première vague, j'ai eu dans la même journée 17 alertes venant de différentes sources. Et à la fin, on ne sait plus vraiment sur qui compter ou quoi que ce soit. Donc, ces situations de crise ne sont jamais évidentes à vivre pour qui que ce soit. Bien sûr. La population locale, le touriste, les professionnels du tourisme, les familles, etc. Et donc, je voulais savoir, est-ce que justement, d'un aspect juridique,
il y a des choses qu'on doit prendre en compte en tant que professionnel du tourisme, mais aussi bien aussi en tant que touriste, parce que c'est des mesures, à mon avis, ces phénomènes qui arrivent vont arriver de plus en plus avec les changements climatiques. Et donc voilà, j'aimerais savoir si tu pourrais nous éclaircir un peu là-dessus et nous dire, ben, les gars, voilà ce qu'il faut prendre en compte quand même par rapport à ces situations de crise qui vont être de plus en plus fréquentes. Ouais, et bah, tu as très bien résumé la situation et un peu, l'été tel que je l'ai perçu, puisque finalement les questions un peu urgentes qu'on avait, au cabinet, c'était des questions liées, à ces événements-là, hein, qui sont des événements, exceptionnels, qui sont liés au changement climatique, au réchauffement climatique, ça on le sait, et qui donc vont probablement se multiplier. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, mais on le sait. Et donc, bah, il faut faire avec, puisqu'on n'a plus trop le choix. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'appréhender ça comme il se doit. Bien sûr, on pense d'abord aux populations locales, hein, puisque quand il y a des incendies, des séismes, les premiers touchés sont les populations locales. Mais on est ici pour accompagner les professionnels du tourisme, et c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet, puisque ça touche aussi des touristes et des professionnels du tourisme, bien sûr. Et bien sûr, le droit appréhende, alors je dis bien sûr non, puisqu'il appréhende pas tout, mais il appréhende quand même en partie ces situations et comment gérer ces situations. Et pour ça, on a quand même un code, qui est le code du tourisme, hein, dont on a beaucoup parlé dans ces épisodes, qui vient nous donner un certain nombre d'informations sur ce qui doit être fait ou pas fait. Je vais d'abord parler quand même des personnes qui voyagent avec des agences de voyage, des tours opérateurs immatriculés, puisqu'encore une fois, les informations qu'on a, elles sont dans le code du tourisme. Et pour celles et ceux qui nous ont écoutés depuis le début et qui ont suivi, le code du tourisme, il s'applique pas à tous les professionnels, il s'applique pas aux hôteliers par exemple, mais bien aux agents de voyage, tours opérateurs et apparentés. Donc les dispositions dont je vais parler concernent a priori ceux qui partent en voyage organisé. Pour ceux qui partent pas en voyage organisé, c'est plus difficile parce que bah, y a moins de liens entre eux et finalement le professionnel, puisque souvent bah, si on réserve directement, je dirais chez un hébergeur local, il va pas avoir la même réglementation que nous en France. Donc c'est un petit peu plus difficile de se prononcer. Il y a deux grandes questions qui se posent à l'intérieur, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les voyageurs sur place? Qu'est-ce qui se passe pour le touriste qui est sur place pendant les feux, pendant le séisme, pendant la tempête, puisqu'il y a aussi eu une tempête aux Baléares avec des vents très violents qui a duré très peu de temps, mais qui était quand même assez impressionnante aussi. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les voyageurs en partance, c'est-à-dire ceux qui doivent partir incessamment sous peu et qui potentiellement ne veulent plus partir parce que, comme tu le disais très justement, la situation qui est dépeinte et décrite, notamment dans les médias, est souvent assez dramatique. Alors parfois elle l'est, mais parfois elle correspond pas totalement à la réalité et donc on a tendance à avoir plus peur que de raison. Pour ce qui est des voyageurs sur place, déjà, bon bah là il faut faire preuve de bon sens, hein, et le code du tourisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le professionnel doit apporter une aide adaptée aux voyageurs. Donc il n'y a pas plus de précision que ça. L'aide adaptée, qu'est-ce que c'est? Bah, ça peut être lui trouver un logement de substitution. Typiquement, si son logement n'est plus suffisamment, je sais pas, répond pas à des normes antisismiques, ne peut pas apporter la sécurité nécessaire parce qu'il y a eu un éboulement ou est trop proche des feux et donc doit être évacué. Normalement, dans l'idéal, il faut réussir à trouver une solution alternative et donc trouver un hébergement de substitution. Ce qui évidemment est très difficile puisque quand on est dans une situation où il y a une évacuation, c'était notamment le cas, je crois, l'année dernière en Corse, il y a eu des tempêtes. Et donc, il y avait des risques que des arbres s'effondrent sur des maisons, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a un nombre limité d'hébergements. Hein. À un moment donné, quand tout le monde doit être évacué, on ne peut pas reloger tout le monde par définition, puisqu'on est en haute saison touristique, et donc les hébergements sont complets. Et donc là, bon, bah, c'était pas forcément possible. Mais donc, il faut quand même faire le maximum en tant que professionnel pour trouver une solution autant que possible. Évidemment, quand on parle par exemple du séisme, l'idéal c'était quand même de passer la nuit dehors pour être plus sûr possible. Et donc là, bon bah quand c'est comme ça, il n'y a pas de choix à part informer ses clients, être en lien systématique avec eux, les rassurer autant que possible sur le fait que bah, on est là et que la situation elle est de Calais, mais on essaye de la contrôler autant que possible. Mais on peut pas faire plus que ça. Donc déjà, c'est essayer de trouver une solution de substitution dans l'immédiat. Ouais, dis-moi. Mais il y a un phénomène de mon expérience, qui est important et qui doit être pris en compte, c'est qu'il y a la notion de panique. Tout à fait.
C'est-à-dire que la panique, elle génère, comment dire, du stress Oui, et met de la pression oui, supplémentaire oui, sur l'organisation de l'évacuation. absolument. Hein, et parce que, je veux dire, les touristes concernés reçoivent des coups de fil de leur famille venus de l'extérieur, etc., qui ajoutent du stress, Oui, etc. Et donc, c'est pas évident parce qu'il y a aussi donc il y a la panique générant aussi des phénomènes de saturation ou comment dire, génère encore plus de phénomènes de saturation parce que et mmh, beaucoup d'impatience. Donc, c'est pas énormément. évident à gérer, quoi. C'est très difficile. De toute façon, c'est des situations qui sont difficiles. Ça, on peut rien y faire. Le droit nous sauvera pas du fait que c'est une situation qui est difficile. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire obligatoirement et donc comment je dois réagir, encore une fois, dans la mesure du possible compte tenu du contexte. C'est-à-dire que Mm. quand les communications sont coupées, les communications sont coupées. Dire, on va pas, on peut pas faire autrement. Maintenant, quand les communications fonctionnent, qu'on peut donner des instructions plus ou moins claires, c'est-à-dire rappeler les mesures à prendre pour se protéger à ses clients, être en lien avec les prestataires locaux, donc typiquement les hébergeurs, sur ce qui est fait, ce qui va être fait. Essayer d'être quand même le point de contact du coup de confiance de son client qui est en situation de stress extrême. Alors c'est très difficile à gérer, ils sont pas toujours faciles à gérer parce qu'il y a la panique, parce qu'il y a aussi peut-être les familles qui appellent pour savoir ce qui se passe, mais il faut rester concentré sur l'objectif qui est déjà de rassurer autant que possible, encore une fois, son client en donnant des instructions claires. Ça, c'est la Mm. première chose. Sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui va se passer. Évidemment qu'on ne sait pas toujours ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, de dire, bah là, on est en train de vous chercher une solution de relogement un petit peu plus adaptée, ou vous pouvez rester dans votre hôtel, il est aux normes antisismiques, on a vu avec eux, donc il n'y a pas de difficulté, vous pouvez rester là. Évidemment, on ne parle pas de l'instant où il y a eu les secousses, puisque de toute façon, là, a priori, on n'est pas en lien avec son client quand ça arrive. On l'appelle pas, on n'a pas le temps, on est au courant plus tard, nous, hein, sur place. Mm. Donc c'est géré quand même le juste après. Pendant les feux, au moment où il y a l'évacuation, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent retourner dans leur hébergement? Est-ce qu'ils peuvent pas y retourner? Est-ce que le séjour peut se poursuivre normalement ou pas? Et ça, on ne le sait pas tout de suite. Donc la première chose, c'est la communication. C'est communiquer sur le fait de dire on est en lien avec telle et telle instance. Pour le moment, il n'y a pas de besoin de rentrer en urgence puisque c'est pas la priorité. Les secours font leur travail. Là, je pense par exemple au Maroc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus en tant que touriste, même si on est très stressé, venir empêcher les secours de faire leur travail et être rapatrié en urgence quand ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est pas la priorité. D'abord, on laisse les Autant je professionnels suis faire leur d'accord travail. avec toi, ayant vécu ça, chacun gère ces moments, cette crise, Bien euh, sûr. avec des émotions différentes, quoi. Tout à fait. Non, mais la panique est légitime. Mm. L'envie de rentrer est légitime, hein. C'est pas ça, mais c'est qu'il faut faire en fonction des ressources aussi qu'il y a sur place. Bien Et sûr. ça, c'est aussi important de rappeler qu'on met tout en œuvre en tant que professionnel pour faire le nécessaire. Mais typiquement aujourd'hui, de ce que je comprends, alors on saura au moment où sortira l'épisode si on était dans le vrai ou pas, je comprends que les touristes qui sont à Marrakech peuvent rester à Marrakech. Après, est-ce qu'on a envie de rester après avoir vécu un événement pareil? Je comprends bien que non, mais il n'y a pas de péril imminent qui fait qu'il y a une nécessité a priori d'être rapatrié dans la minute. Donc Mm. c'est réussir à distinguer ces cas de figure. C'est pour ça que c'est très difficile et que le droit peut pas nous sauver d'une telle situation. C'est que c'est du cas par cas. Il y a des cas de figure où il va falloir rentrer le plus vite possible. Il y a des cas de figure de rapatriement immédiat. Par exemple, au moment de la fermeture des frontières pendant le Covid, il n'y a pas eu d'autre choix que de rapatrier immédiatement les clients qui ne pouvaient pas rester coincés au Canada quand Mm. ils étaient français et qui vivaient en France ou dans d'autres pays. Hein, je pense au Canada parce que ça a été très soudain. Là, a priori, voilà, des personnes qui avaient encore 2-3 jours de séjour peuvent rester 2-3 jours. Maintenant, évidemment que ça va impacter leur séjour. Il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, ceux qui avaient des activités de prévues qui ne peuvent pas se tenir auront un remboursement, puisque ça c'est prévu par le code. C'est des activités qui n'ont pas lieu, elles sont remboursées. Par contre, évidemment, le professionnel n'est pas tenu de verser des dommages et intérêts
puisque c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable, sur laquelle ni le professionnel, ni le client, ni le voyageur a de prise, peut avoir d'impact. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est des gens sur place, c'est évaluer déjà les besoins exprimés par les clients, bien sûr, les inquiétudes, prendre note, essayer de les rassurer autant que possible en donnant un peu de visibilité sur ce qui se passe. Et c'est pas toujours facile parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup non plus en tant que professionnel, surtout quand on n'est pas directement sur place, mais après on a généralement des correspondants locaux. Donc voilà, la première chose c'est d'informer, et ensuite le code nous dit une aide appropriée. Et une aide appropriée, c'est du cas par cas. Donc c'est quand même pas très facile de déterminer en amont ce qu'il va falloir faire. Donc c'est toujours bien documenter aussi ses sources, pourquoi on prend une décision plutôt qu'une autre. Là c'est vraiment le côté juridique dont je parle. C'est si je dis à mes clients il n'y a pas besoin d'être rapatrié, vous pouvez poursuivre votre séjour et rester dans votre hôtel, il faut que je puisse le documenter et me justifier. Ça, c'est très important, parce que à leur retour, ils peuvent être frustrés. C'est vraiment... c'est des cas difficiles, parce que ça peut être effectivement très 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 mal vécu par les voyageurs, et on le comprend. Et donc, on n'a peut-être pas vraiment la tête à poursuivre ses vacances. Et en même temps, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine souplesse du côté des professionnels, qui comprennent que juridiquement, c'est du cas par cas, et après il y a l'aspect commercial. Mais et là, il y a un appel d'ailleurs, je crois, du CETO à une grande souplesse au niveau commercial avec les voyageurs qui sont sur place ou en partance. On va y revenir, mais le droit ne nous donne pas d'instructions très claires à part cette fameuse aide appropriée aux voyageurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut documenter au maximum pourquoi on prend une décision ou pourquoi on prend une autre décision. Il y a quand même des instances représentatives qui donnent un certain nombre de guidelines aussi, qui peuvent être intéressantes, mais toujours faire au cas par cas. D'accord. Donc il y a la crise en elle-même sur le moment, et puis il y a l'après-crise. Ouais. Et donc ça demande beaucoup de préparation, d'énergie. Oui. Aux professionnels du tourisme. Oui. Parce que c'est pas parce qu'une fois que la crise est passée, que tous les touristes sont rentrés à la maison, ou tous leurs clients sont rentrés à la maison ou quoi que ce soit, que l'affaire est finie. Et non. Donc il y a vraiment un réel besoin à continuer cette communication avec ses clients et à engager cette communication pour éviter justement toute mauvaise compréhension, tout litige, amertume, toute procédure qui vont pas forcément aboutir à quelque chose de positif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et à la fois avec les voyageurs qui étaient sur place, mais aussi avec ceux qui ne sont pas partis. C'est-à-dire que quand il y a des voyageurs qui, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, doivent partir, et c'était le cas pour la Grèce, c'était le cas pour les feux au Canada, et là, c'est le cas aussi déjà pour le Maroc, les voyageurs en partance sont stressés. Ils savent pas exactement dans quelle mesure ça va perturber leur séjour, dans quelle mesure ils vont pouvoir bénéficier des prestations prévues au contrat normalement, est-ce que l'ambiance va pas être un peu morose. Et ça, c'est des cas qu'on retrouve régulièrement. On a eu un cas comme ça qui a été porté devant le médiateur du tourisme et du voyage, qui est assez intéressant. Alors c'est un cas différent, mais tu vas comprendre pourquoi je parle de ce cas-là. C'était après les attentats sur le marché de Noël à Strasbourg. Donc on est sur un cas très différent. Catastrophe naturelle, attentat, c'est pas la même chose, on est d'accord. Pourtant, il y avait des clients qui refusaient de partir, ils devaient partir 2 jours après l'attentat, refusaient de partir à Strasbourg en disant non, il y a une circonstance exceptionnelle, je ne pars plus. Et le médiateur a dit, enfin plutôt l'agence de voyage a dit non, c'est terminé, vous pouvez y aller aujourd'hui, a priori il n'y a plus de risque, donc allez-y. Et au retour, extrêmement frustrés, les clients ont attaqué du coup leur agence de voyage en disant on voulait pas partir, vous nous avez forcé à partir, et puis de toute façon c'était pas magique, il y avait de la sécurité partout, il y avait du stress, on n'a pas profité de notre séjour. Et le médiateur de dire, certes, mais on n'est plus sur une circonstance exceptionnelle et inévitable qui justifiait une annulation du séjour parce que l'événement était passé. Donc après, qu'il y ait des contraintes supplémentaires, plus de sécurité, un climat un petit peu moins festif, etc., c'est pas de la responsabilité du professionnel, c'est pas de sa faute, et donc, en fait, circuler, il n'y a rien à voir, quoi.
Sachant quand même que le professionnel avait déjà fait un geste commercial, il avait offert un bon, je crois, pour quelques nuitées, il avait mis en place une petite navette pour circuler dans les marchés sans avoir peur, si jamais ils avaient un petit peu peur qu'il y ait un incident et d'être dans la foule. Donc il y avait des mesures qui avaient été quand même prises par le professionnel pour que ce soit plus agréable. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un événement, que ce soit une catastrophe naturelle, un attentat ou autre, à un instant T, que pendant des semaines et des mois après, on ne peut pas se rendre sur place. Même si, de fait, bien sûr que c'est des événements qui chamboulent, que ce soit les feux, le séisme ou toute autre catastrophe naturelle, qui impactent très fortement et très durement les populations locales et qui, de fait, impactent peut-être un peu le séjour, mais pas l'exécution du contrat en tant que tel. Donc, en théorie, le client ne peut pas annuler sans frais son séjour parce que il a plus envie de partir, parce que il se dit que ça va pas être aussi sympa que s'il était parti avant. En revanche, si évidemment l'établissement dans lequel il devait séjourner a été impacté, si les feux sont à proximité du lieu de séjour, bah, ça va de fait impacter son séjour et donc là oui, il a une raison d'annuler sans frais, puisqu'il y a une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination qui impacte l'exécution de son contrat. C'est vraiment ça le critère. Maintenant, les professionnels, c'est à eux de voir aussi au niveau commercial ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent gérer la situation. Mais au niveau juridique pur, il faut regarder si oui ou non c'est un événement qui, au moment du départ, impacte. Beaucoup, je trouvais, de voyageurs ont décidé d'annuler leur séjour très en amont avec les feux, notamment au Canada. Peut-être 1 mois, 2 mois avant le départ parce qu'il y avait les feux au moment où ils annulaient, c'est peut-être un peu tôt, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est quand même voir au moment du départ ce qui se passe effectivement sur place. Est-ce que oui ou non ça va impacter le séjour? Donc ça, c'est vraiment le juridique pur. Après, on parle d'humain et donc c'est toujours un petit peu plus complexe que ça puisque la peur, elle n'est pas toujours rationnelle et encore une fois, elle est beaucoup alimentée par ce qu'on peut voir dans les médias. Ouais, tout à fait. Moi, je me souviens, c'était quand il y avait le printemps arabe, je devais partir en Égypte en vacances. Et donc, on nous a averti que par rapport à ce qui se passait, on nous déconseillait d'aller voyager. Mais par contre, on nous avait proposé d'autres possibilités. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et ça, j'avais trouvé ça super. Et donc, on est parti au Kenya au lieu de l'Égypte. Et c'était super, quoi. Et j'ai trouvé que c'était la façon dont ils avaient géré la situation, le tour opérateur et l'agent de voyage. J'avais trouvé ça très professionnel, quoi. Ok, ça c'est pas possible, mais il y a d'autres possibilités, tu vois. Et c'est ça. Les séjours de substitution ou éventuellement des avoirs qui peuvent être proposés quand on sait que le client peut quand même partir, mais qu'on comprend qu'il n'est pas très envie de partir. À ce moment-là, c'est des options qui sont souvent favorisées par les professionnels. Voilà, c'est pas un remboursement parce qu'il y a pas vraiment d'obligation de rembourser vu que en théorie le client pourrait partir. Maintenant, il a plus très envie de partir et donc du coup on va considérer qu'on peut peut-être, dans la mesure du possible, lui proposer autre chose. Alors j'ai une question parce que je me souviens par rapport au tsunami, le gouvernement français avait issu une note en déconseillant aux citoyens français de voyager dans le pays. D'accord, ouais. Et ça arrive pas seulement avec un tsunami ou quoi que ce soit, ça peut être par rapport à des situations politiques. Politiques, bien sûr. Ma question, c'est quel est le poids juridique d'une information comme celle-ci qui est distribuée, qui est communiquée par l'État? Alors, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu as une note qui va en ce sens, on estime que du coup, il y a un risque. Le fait de partir est un risque. Or, le tour opérateur, l'agence de voyage, le professionnel de tourisme, a une obligation de sécurité de son voyageur et il est responsable de plein droit. Là, je vous invite à réécouter l'épisode sur la responsabilité, mais il est responsable donc sans faute de la sécurité notamment et de la bonne exécution du voyage de ses clients. Donc évidemment qu'à partir du moment où on a le gouvernement qui dit je déconseille de partir, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé ou vivement déconseillé. S'il arrive quelque chose à destination, de toute façon, il n'y a pas de doute sur le fait que la responsabilité du professionnel sera engagée. Donc, en fait, il va du coup de l'intérêt quand même des deux parties d'essayer de voir pourquoi il y a cette note-là. Si le client veut à tout prix partir,
peut-être une petite décharge, quelque chose disant bah voilà, on vous a alerté, vous savez que c'est déconseillé, mais vous souhaitez quand même partir. Attention, le professionnel sera quand même responsable s'il arrive quelque chose a priori, donc c'est à lui de voir s'il veut quand même faire partir son client ou pas. Mais s'il veut quand même le faire partir, il faut quand même être sûr qu'il ait été informé des risques. Et puis, s'il veut plus partir, moi j'incite vivement les professionnels à ne pas forcer. C'est d'ailleurs arrivé. Alors c'était pas exactement ça, mais au moment du Covid, il y a certains professionnels qui ont un petit peu poussé pour que les gens partent quand même. Or, les frontières ont fermé quelques jours après, 2-3 jours après. Et évidemment, les clients ont ressorti les échanges en disant « Attendez, nous, on voulait plus partir. On voyait bien que la situation, elle se dégradait à une vitesse folle. On parlait déjà de rumeurs de confinement, etc. Vous m'avez dit que vous me remboursiez pas, donc je suis partie quand même. J'ai dû être rapatriée. Évidemment que du coup, il y a des demandes de dommages et intérêts qui ont été formulées puisque le professionnel a poussé au départ, alors même que c'était pas vraiment conseillé. Donc, ça a pas une valeur juridique d'interdiction de sortie de territoire ou d'impossibilité d'y aller, mais c'est quand même un avis à suivre pour les professionnels. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup pour ces informations. Avec Évidemment, par rapport à ces différents événements qui ont lieu cette année, on a une pensée pour les populations locales. Oui. On a une pensée aussi pour ces personnes qui sont parties en vacances et qui ont vécu ces moments difficiles. Et puis on a une pensée aussi pour les professionnels du tourisme qui doivent faire preuve de pédagogie, de professionnalisme et gérer ce stress dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que c'est pas toujours facile. C'est même difficile. Ouais, c'est même très difficile. Ouais. Parce que chacun a ses propres émotions et eux, ils doivent être des artistes, entre guillemets, à pouvoir jongler selon les émotions des personnes, etc. et s'adapter et faire preuve d'une agilité. Donc, une pensée pour tout le monde et une pensée pour les familles qui sont en dehors de ces lieux, qui se posent des questions par rapport à leur famille, etc. Donc, voilà. À la fin de la journée, c'est une histoire de cœur, de relations humaines. Et c'est comment on essaye de les gérer de la meilleure manière possible. Ouais. En n'oubliant pas qu'on a des gens derrière. On a des cœurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. À bientôt. On se retrouve le mois prochain? Forcément. Ah bon, super. Ciao. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.